Je suis arrivée à Bourges il y a 2 ans et demi et une des premières rencontres dans les collections patrimoniales de la ville de Bourges, ça a été la découverte de ces archives littéraires issues du fonds Alain Fournier-Jacques Rivière. Ce fonds est arrivé à la bibliothèque de Bourges en 2000, apporté par les descendants d'Alain Fournier-Jacques Rivière, en l'occurrence par son neveu, son épouse et ses petites nièces. Un don particulièrement précieux puisqu'il contient 17 000 pièces, riches de nombreuses pièces autographes qui nous renseignent sur les écrits, sur la correspondance et sur les carnets intimes de ces 2 jeunes auteurs qui étaient Alain Fournier et Jacques Rivière. L'amitié qu'il développe avec Jacques Rivière, on la mesure vraiment à travers la correspondance, une correspondance de 10 ans. Une des correspondances les plus intéressantes du XXe siècle. C'est pratiquement une œuvre majeure, même si elle est croisée entre les 2 écrivains. Et on peut y suivre leur cheminement intellectuel et moral. On voit les différents événements auxquels ils ont participé, les découvertes artistiques qu'ils font ensemble, les discussions, les projets, les publications qu'ils font. Enfin, il y a tout ça et il y a aussi toute la société qui est autour. Ce qui le fascine le plus, c'est certainement la technique. J'ai parlé de la vitesse. Il aime aussi l'automobile, il aime faire des longues courses à bicyclette. Bien sûr, il prend le train de façon tout à fait ordinaire, comme tout le monde à son époque. À Paris et dans les grandes villes, on a des tramways qui commencent à être installés. Les omnibus à chevaux qui petit à petit sont remplacés par des omnibus automobiles. Et puis à Paris, on a le métro, lequel est commencé pour l'exposition universelle de 1900. Et dans cette exposition universelle sont bien mises en évidence des innovations techniques qui pullulent à ce moment-là. L'avion à l'époque a une vogue et une aura extraordinaire. Il y a des exploits qui sont nouveaux presque chaque semaine et les aviateurs sont des héros. Les aviatrices également. Les femmes se mettent tout de suite à piloter les avions puisqu'il y a des écoles de pilotage. Cette aviation va fasciner tout particulièrement Jacques Rivière, le grand ami de Alain Fournier. Ils vont même aller voler sur un avion piloté par Caudron. Cette aviation de laquelle on n'arrête pas de parler à l'époque. Blériot traverse la Manche en 1909. Les grandes figures dont on a la mémoire, on pourra citer bien sûr le prix Nobel de Marie Curie qu'elle obtient avec son mari et Henri Becquerel pour la physique. Clémenceau et Raymond Poincaré sont présidents de la République après avoir été président du Conseil. Jean Jaurès est ce grand pacifiste qui essaie de ne pas entraîner le pays davantage vers la guerre et refuse le rétablissement du service militaire à 3 ans. Cette période de 1900 à 1914 est une période où il y a de grandes grèves dures. C'est une période aussi où on sait s'amuser. Et on invente des nouvelles danses, comme le tango, qui s'empare de toute la société, comme la valse chaloupée, lancée par Miss Tinguette, qui n'est pas encore une chanteuse, mais une comédienne et danseuse de revue. Le Grand Mône paraît le 6 novembre 1913. Le 14 novembre 1913, c'est Du côté de chez Swann qui paraît, de Marcel Proust. Paraît également La colline inspirée de Maurice Barrès. Maurice Barrès qui a eu beaucoup d'influence sur les jeunes gens au début du siècle. En poésie, on pourrait considérer qu'il y a une bombe. C'est la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France par Blaise Cendrars qui publie son texte avec la peinture simultanée de Sonia Delaunay
C'est une bande de papier de 2 mètres de haut, pliée dans la partie verticale et ensuite repliée en accordéon, avec l'idée de tirer ces 2 mètres de papier 150 fois pour obtenir la hauteur de la tour Eiffel. Bon, l'arrivée de la guerre a fait que finalement seulement 60 exemplaires ont été tirés. Il est de plein pied avec la musique de son temps. Il est là, par exemple, avec son ami Jacques Rivière, à la soirée de création du Sacre du Printemps le 29 mai 1913. Il est certainement beaucoup plus attaché à la peinture des fauves ou des nabis, et pendant son séjour en Angleterre, sa découverte des pré-raphaélites va contribuer à ancrer en lui une certaine vision de la femme qu'il avait approchée avec la poésie symboliste de Henri de Régnier et de Jules Laforgue et entretenue avec celle de Francis Jammes. Donc Alain Fournier fait une rencontre, la rencontre d'une jeune fille. Il a 17-18 ans. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Yvonne de Quièvrecourt, dont l'identité a été révélée plus tardivement. Donc c'est la personne qui l'a inspiré. Et il est encore attaché à son village d'Épineuil-le-Fleuriel, même si depuis la 6e, il l'a quitté. Ce qu'on peut dire d'abord d'Alain Fournier, c'est qu'il est connu comme l'auteur d'un unique roman. C'est le roman qu'il a eu le temps d'écrire avant sa disparition prématurée. On voit un peu la gestation de l'œuvre à travers ses poèmes essentiellement. On voit comment il cherche sa voix de romancier, alors qu'au départ, il se pense poète. Finalement, c'est dans la Nouvelle Revue Française, où son ami devenu beau-frère Jacques Rivière était secrétaire, que sera publié à partir du mois de juillet et jusqu'au mois de novembre son roman, tandis qu'il prend des contacts avec une autre maison d'édition pour la publication en volume chez Émile Paul. Le prix Goncourt est donc attribué au Peuple de la mer de Marc Helder, presque un inconnu. Et les journaux défendent presque à l'unanimité Alain Fournier avec ce grand Maune dont ils disent qu'il a la fraîcheur et la nouveauté attendue d'un prix que les frères Goncourt voulaient couronner. Rappelons quand même qu'en 1914, on parle déjà de la 8e édition. Donc on voit que le succès rencontré au niveau de la critique et de ses pairs s'est aussi étendu à un public qui a acheté ce livre et qui s'en est approprié la lecture. Dès 1914, il y a déjà un bon succès, un succès d'estime publique. La diffusion de masse, c'est à partir de 1963, et le livre de poche le publie, et à partir de là, le roman va être vendu à des millions d'exemplaires pendant les 30 années qui vont suivre. Cette édition de petit prix a favorisé l'appropriation par le monde scolaire. Et effectivement, dès cette époque, on trouve Alain Fournier dans plusieurs éditions, en particulier du Lagarde et Michard, mais aussi dans des livres de lecture de l'école primaire, avec des extraits assez significatifs. Et donc, je pense qu'entre, on va dire, les années 60 et les années 90, le Grand Maulne a vraiment fait partie du bagage littéraire partagé par une grande partie des élèves et de la population française, entre autres, mais pas seulement, puisque nous avons aussi de nombreuses traductions. Chose importante, c'est que dès les premières années, la première décennie, son œuvre, enfin le Grand Maulne en tout cas,
est diffusée à travers le monde. Il y a des éditions de langue française publiées à l'étranger, comme par exemple celle de Manchester. Il y en a une autre qui est une édition aux Pays-Bas, Amsterdam. Et surtout, une chose bien connue maintenant, il a été fréquemment utilisé pour l'apprentissage de la langue française par les étrangers. Très tôt dans le siècle, le Grand Monde est illustré, dès 1925. Chaque artiste choisit un petit peu les épisodes qu'il veut mettre en valeur, qu'il inspire particulièrement. Donc la fête étrange, en général, à travers les différentes éditions illustrées, on la retrouve. Ceux qui vont insister sur les scènes ou les personnages, et d'autres qui vont insister plutôt sur les paysages. Le cas de Gaston Barré, par exemple, on n'a pratiquement pas de présence humaine. Ce sont les paysages du Grand Monde, ce sont les paysages de la Sologne ou du Berry. Dans le domaine de l'adaptation, à l'heure actuelle, il n'y a eu qu'une seule tentative en bande dessinée. Bernard Capot, enfant du pays, lui aussi, comme Alain Fournier. C'est proche de l'univers d'Alain Fournier, surtout les paysages. Mais en plus, il a été très fidèle au texte d'Alain Fournier. Il a choisi lui-même des extraits du roman qu'il a introduits ensuite dans ses dialogues et dans ses bulles. Isabelle Rivière, donc, qui avait les droits, n'a pas voulu les accorder à n'importe quel réalisateur, n'importe quel cinéaste. Et donc, ce n'est qu'en 1966 que le projet va aboutir avec Jean-Gabriel Bicocco. Le film part en 1967. Et ce n'est que 40 ans plus tard que nous avons un second film réalisé par Jean-Pierre Vérag, 2006. Et là, on a un autre parti pris, résolument réaliste, qui met plus à distance l'univers romanesque d'Alain Fournier. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre devient célèbre? Qu'est-ce qui fait qu'un roman va traverser des décennies, un siècle, et être toujours aussi vivant pour ses lecteurs, pour ses admirateurs et pour un public potentiel qui peut encore le découvrir?